Merci encore une fois d'être ici. Alors, notre première école qui vient se présenter à nous, c'est l'EIFA, avec Françoise Zurbach qui est ici. Merci beaucoup, Françoise, d'être avec nous. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est que l'EIFA. On va parler, vous allez nous expliquer ça pendant 10, 15 minutes, selon voilà. Et puis, à la fin de cette session, on aura encore une fois des questions du public. Je vous encourage dès maintenant à taper avec vos petits doigts dans la section commentaires, que vous nous suiviez sur Facebook, sur YouTube, pour qu'on ait plein de choses ensuite à demander, à plein de questions à poser à Françoise, que je me chargerai de relayer auprès d'elle. Françoise, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour Emmanuel, merci. Alors donc effectivement, j'essuie les plâtres avant que mes collègues directeurs des autres établissements puissent s'exprimer. Donc rapidement, je vais présenter le IEFA. Donc nous sommes une école internationale, comme son nom l'indique. Nous sommes situés au cœur de Londres, pas très loin de la BBC, à quelques pas de la BBC, et nous scolarisons des enfants entre 21 mois et 18 ans. Nous suivons les programmes de l'éducation nationale pour ce qui concerne l'école primaire et le collège, et nous sommes homologués de la petite section jusqu'au CM2 et bientôt, nous pensons, jusqu'à la 6e. Alors, je vais venir quand même rapidement au cœur du sujet, qui est la façon dont à l'EIFA on dispense l'enseignement bilingue, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. D'une part, parce que nous scolarisons des enfants très jeunes, nous les scolarisons à partir de 21 mois. Donc, c'est quelque chose que nous souhaitons d'ailleurs élargir, voir si éventuellement on souhaiterait pouvoir même les scolariser un peu plus tôt, parce que l'expérience montre que l'exposition des enfants très jeunes à 2 langues, voire à 3 langues, c'est quelque chose qui apporte énormément de bénéfices. Alors, la première chose quand des parents viennent inscrire leurs enfants chez nous, c'est que nous voulons avec eux parler de l'histoire de la famille, l'histoire langagière, le bagage langagier des enfants. Parce que nous avons des enfants qui viennent effectivement de familles qui parlent 2 langues, quelquefois 3 langues, et quelquefois ils ne parlent ni le français ni l'anglais. Donc ils arrivent dans une école où ils vont apprendre à parler le français et l'anglais. On a des familles qui, par exemple, sont francophones totalement, et ont mis leurs enfants dans une nurserie britannique, anglaise, pour qu'ils puissent apprendre l'anglais. Et au bout d'un petit moment, au bout de 18 mois, 2 ans, ils s'aperçoivent qu'en fait, l'enfant commence à parler le français. Donc, ils cherchent une école bilingue. On a également des familles britanniques qui sont attachées à ce qu'on enseigne à leurs enfants le français. Pour eux, c'est important. Et on a des familles aussi qui viennent un petit peu partout et pour qui le français, la langue française joue d'un grand prestige et qui souhaitent que leurs enfants apprennent le français. Donc, la première chose qu'on fait, effectivement, je reçois les parents individuellement avec la directrice de la maternelle et nous parlons des langages et des langues à la maison. La première chose que l'on fait aussi, c'est de rassurer les parents, de leur dire que même si l'enfant ne semble pas réagir ou répondre ou parler dans une certaine langue, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas. Donc, la première chose qu'on leur dit, c'est patience. Le plus important, c'est que l'enfant se sente accueilli dans un environnement chaleureux. Alors, pour ce qui concerne la crèche, donc les petits de 21 mois, on a donc les enfants dans 2 classes. On a 2 classes de crèche et ils sont encadrés par des adultes, des francophones et des anglophones. Donc, toute la journée, ils entendent parler les 2 langues. Donc, ce qui est important, c'est plus les enfants sont petits et plus l'importance de l'organisation, des ateliers, des matériaux, des ressources qui vont créer autant d'occasions pour les enfants de parler, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, par exemple, si on installe à la crèche, ce qu'on dirait qui correspondrait dans le système français à la toute petite section, l'année de scolarisation des 2 ans, si on installe par exemple un atelier sur les animaux de la ferme, par exemple, sur les animaux, le petit de 21 mois ou de 22 mois va aller automatiquement vers cet atelier parce que c'est quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose qui le sollicite, et peu importe la langue. Donc, si c'est l'adulte francophone qui est en train de s'occuper de cet atelier-là, l'enfant va y aller volontiers et va écouter et va emmagasiner tout ce langage. De la même façon,
quand c'est un adulte anglophone qui mène un atelier, par exemple une histoire ou une chanson, l'enfant va spontanément aller vers cet adulte. Donc, toute cette année qui se passe à la crèche, entre 21 mois et l'année des 3 ans de l'enfant, ils sont encadrés par des adultes, des éducatrices de jeunes enfants, qui parlent leur langue maternelle. Et les enfants arrivent toujours à comprendre parce qu'il y a les gestes et puis il y a la motivation des enfants à apprendre. Alors, un enfant qui a déjà, par exemple, 2 langues, mais qui n'a pas, par exemple, ni le français, mais qui a l'anglais, ou le contraire, qui a l'anglais mais qui n'a pas le français, ne va pas avoir de problème pour s'adapter rapidement, du moment qu'il est bien entouré, dans un cadre sécurisant. À partir de la petite section, là, ça change et on passe à un enseignement un jour complètement en anglais et un jour complètement en français. Donc, dans la mesure où les enfants se reposent l'après-midi, on pense que c'est bien qu'ils aient le même encadrement. Donc, ils ont une assistante maternelle, une enseignante et quelquefois une deuxième assistante maternelle, puisqu'on suit aussi les critères d'encadrement du gouvernement britannique qui sont stricts pour la petite enfance. Donc, on a des effectifs qui sont entre 10 et 18 enfants, donc des petits effectifs, ce qui permet vraiment une attention portée à chaque enfant. Et pendant la journée, des activités se succèdent, donc tout en français ou tout en anglais. Et quelquefois aussi, on fait aussi intervenir, par exemple, en petite section, on a un professeur de yoga qui est anglophone, et ça lui arrive d'intervenir le jour où c'est le professeur francophone qui enseigne. Donc les enfants sont quand même toujours baignés dans les 2 langues, même si en petite section, pour des raisons de cohérence de la journée, ils ont un enseignant anglophone ou un enseignant francophone. Ensuite, en moyenne section, là, ça change. Et, les enfants ont un enseignant francophone le matin, un anglophone l'après-midi, ou l'inverse. Donc, ils sont exposés toute la journée à ces 2 langues, et on trouve que c'est important, plutôt que d'avoir 2 ou 3 jours dans une langue et 2 ou 3 jours dans l'autre, parce qu'en fait, c'est cette tension entre ces 2 langues que les enfants entendent, où ils doivent s'adapter en permanence, qui est important pour le développement cognitif, parce que là, il faut tout le temps s'adapter, passer d'une langue à l'autre. Donc, à partir de la moyenne section, en grande section et ensuite jusqu'au CM2, c'est le rythme où ils sont exposés aux 2 langues. Alors, quelque chose qui est très important aussi, qui se fait en harmonie avec les Early Years, le programme britannique, on travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle le outdoor learning, c'est-à-dire l'apprentissage en pleine nature. Donc, on utilise les occasions pour pouvoir aller à l'extérieur. On a un parc pas très loin. Les enfants font des expérimentations, jouent, se déplacent, courent, font des activités physiques, des activités de recherche, jouent avec les feuilles, font des tris, des classements, font même des activités artistiques autour des éléments naturels. Et toutes ces occasions sont pour les enfants des moments d'apprentissage. À partir de la grande section, et même un peu plus tôt, dans le système britannique, les enfants travaillent sur les phonèmes, donc ils commencent à travailler sur les sons, plutôt que ce qu'ils feraient dans une école française, parce qu'il y a beaucoup de sons en anglais à apprendre, beaucoup plus qu'en français. L'apprentissage de la lecture, donc, qui commence dans le système anglais plus tôt, parce qu'il y a énormément de sons à apprendre, et donc on commence à travailler sur les lettres et les sons un peu plus tôt, voilà, qu'on commencerait dans le système français. Donc ils apprennent à lire en grande section, avec un travail avant en moyenne section sur les sons, et en fin de grande section, ils savent lire en anglais. Certains savent lire aussi en français, parce que bien sûr, si un enfant est prêt à l'apprentissage, eh bien, on va lui permettre d'apprendre en français, bien sûr, bien entendu, puisqu'on suit vraiment on accompagne vraiment chaque enfant à son rythme dans son apprentissage. Donc la maternelle, c'est vraiment la base, le moment où se construisent les apprentissages fondamentaux, le moment où se construit aussi la sécurité, le plaisir d'aller à l'école, le plaisir d'apprendre, et c'est vraiment essentiel, c'est un moment essentiel dans la vie des enfants, c'est pas quelque chose à prouver, puisqu'on sait tous que les premiers contacts avec l'école sont déterminants. Et dans un environnement bilingue,
il est important de prendre soin de chaque enfant et de l'évolution de chaque enfant et de les accompagner. Alors, il y a ce qu'on appelle la prononciation, donc c'est important d'avoir des locuteurs natifs, des gens qui parlent leur langue maternelle, mais c'est important aussi de leur proposer quelquefois un autre modèle. Par exemple, en petite section, on a une intervenante qui fait du baby yoga, c'est des activités de détente, et qui est britannique, mais qui ne parle pas forcément de la même façon que le professeur d'anglais qu'ils ont habituellement. Donc, ils s'habituent aussi à un autre accent, à une autre façon de faire, à d'autres relations. De la même façon, notre professeure d'art, qui intervient aussi en maternelle, elle est française, et a aussi va travailler sur d'autres champs lexicaux. Elle va parler des couleurs, elle va parler de peinture, elle va parler de création. Donc, c'est aussi une autre occasion pour les enfants d'être confrontés à d'autres adultes. Et enfin, dans l'école, bien sûr, la langue que tout le monde parle et qu'on utilise, c'est l'anglais, parce qu'on a des personnels qui ne parlent pas forcément le français, souvent, ne parlent pas français. Le contraire est plus rare. En général, tous les membres de l'école parlent anglais, donc on arrive toujours à se comprendre, et la plupart de nos familles parlent anglais ou français. Nous sommes une école internationale, donc on a des enfants qui viennent de partout dans le monde, et on essaye de développer dans le second degré d'ailleurs davantage de langues, de l'espagnol, de l'allemand, on fait même du latin, mais on n'en est pas là. Pour ce qui concerne la maternelle, le plus important, c'est de travailler la langue orale, les compétences orales, et de donner des modèles dans les deux langues qui soient pertinents pour les enfants, de les encourager à parler, et à parler sur beaucoup de sujets et avec beaucoup de vocabulaire. Donc l'accent est vraiment mis sur le langage oral, qui en fait précède l'écrit. Quand le langage oral est bien acquis, c'est très facile d'acquérir l'écrit ensuite. Quand les enfants ont un nombre important de mots, de vocabulaire dans leur langage, pour eux, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à lire. Mais l'essentiel de la maternelle, c'est un âge où on joue, où on danse, où on chante, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend la socialisation. Et le fait de le faire dans les deux langues, c'est une richesse extraordinaire pour les enfants. Parce qu'on, bien sûr, on ne transmet pas uniquement, on n'apprend pas seulement une langue, on apprend aussi une culture et des habitudes. Et les enfants voient très vite ce qu'ils peuvent faire avec le professeur français, ce qu'ils peuvent faire le professeur anglophone, et puis la façon dont les fêtes sont présentées, les célébrations, les anniversaires, les relations sociales dans la classe, le positionnement du professeur. Cette richesse que chacun apporte avec sa culture et son langage, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les enfants, et qui les prépare à devenir des êtres qui vont s'adapter facilement, qui vont accepter d'autres cultures, et parce qu'ils vont relativiser du fait qu'ils sont entourés de gens de différentes cultures. Alors, oui, il y a peut-être quelques questions. Je veux bien y répondre. Oui, merci. Merci beaucoup, Françoise. On va avoir des questions, je suis sûr, qui arrivent. On en a déjà une qui est toute très simple, qui est simplement comment ça se passe pour les inscriptions? Quel est le calendrier? À quel moment il faut vous contacter? Et est-ce que simplement, si on sait que l'année scolaire a été très perturbée pour beaucoup de familles, dont certaines avaient décidé de rester en France en raison de la pandémie, qui envisagent maintenant de revenir en janvier, est-ce qu'il sera encore temps? Est-ce qu'il y a encore des possibilités de s'inscrire au-delà de la dernière minute, là, en l'occurrence, en cours d'année? Expliquez-nous un peu comment tout ça se passe. Oui, parce que nous sommes une école internationale, nos familles bougent aussi, hein. Donc, nous inscrivons les enfants toute l'année. Nous prenons des inscriptions toute l'année. Pour le moment, nous avons des places dans tous les niveaux. Pas énormément, peut-être en moyenne section. On est plutôt plein dans ce niveau-là. Mais autrement, dans toutes les autres classes, il nous reste quelques places. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Hein. Je reçois également sur site les familles. Hein. Bien sûr, on leur demande de venir à une heure où il n'y a pas de circulation d'enfants, c'est de ne pas venir à 8h30 ou à 3h30. Bon, du moment qu'ils portent un masque, et puis nous avons des caméras thermales à l'entrée, donc on a toute la sécurité en place. Je pense que c'est quand même indispensable de pouvoir visiter une école autrement qu'en ligne. Hein.
Donc, effectivement, je reçois les familles. On propose également aux élèves, même aux très jeunes élèves, de venir passer une journée avec nous avant que les parents décident fermement l'inscription, parce que comme ça, ils ont une idée de l'atmosphère de l'école, de ce qui s'y passe, et parce que rien n'est plus important que le vécu, on va dire. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait également. Très bien. Une autre question, c'est toute simple aussi. Combien d'enfants par classe en général? Alors, nos effectifs sont entre 10 et grand maximum 20. Dès que l'on dépasse 20 élèves, en général, on ouvre une deuxième classe. Parce que pour nous, c'est très important de limiter les effectifs justement parce que on a un enseignement vraiment différencié, c'est-à-dire que les élèves qui ont besoin d'une aide, par exemple, parce que, alors ça c'est un petit peu plus tard dans la scolarité, pas forcément en maternelle, hein, mais nous avons des professeurs de français langue étrangère et d'anglais, également langue étrangère, et donc ces professeurs-là sont là pour aider les enfants, pour les faire progresser en langue. Et puis, ben, s'il y a trop d'enfants dans une classe, eh bien, c'est très difficile d'avoir cet enseignement différencié et individualisé. Donc, le grand maximum que nous avons, c'est 20 élèves par classe. Très Et bien. cette année, nous avons une seule classe qui doit atteindre les 20 élèves. Alors, on l'a vu, hein, il y a le QR code qui s'affiche de temps en temps. C'est un système tout simple. Maintenant, on a tous l'habitude, quand on va au restaurant de plus en plus, on prend une photo de ce QR code et voilà, et ça permet d'entrer en contact directement ensuite avec l'EIFA, de prendre rendez-vous, de venir voir, d'en apprendre plus et de venir voir sur place, comme le disait Françoise tout à l'heure, de manière à vous rendre compte par vous-même qu'évidemment, il y a rien qui puisse remplacer ça. Et justement, en parlant de pandémie et de déplacement, comment se sont arrangés, comment vous êtes organisés finalement pendant cette période? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez réussi à préserver? Racontez-nous un peu la façon dont l'école s'est adaptée à cette période difficile. Alors, nos enseignants sont passés très vite donc, de l'enseignement en présentiel à l'enseignement en distanciel, et qui s'est d'ailleurs produit même pour les tout petits, même pour la crèche. Les éducatrices de jeunes enfants ont essayé de conduire des activités. Pour le moment, nous avons des enfants en ce moment qui suivent un enseignement en ligne, soit parce qu'il y a un problème de santé dans la famille, donc il faut qu'ils restent éloignés, qu'ils ne soient pas dans un groupe, soit parce que pour une raison ou une autre, ils sont coincés, entre guillemets, à l'étranger et ne peuvent pas rentrer tout de suite. Donc, en fait, nos professeurs arrivent à la fois faire un enseignement avec les enfants qui sont présents, et l'immense majorité des enfants est présente, et à la fois de pouvoir se mettre en ligne avec des enfants qui suivent la classe. Alors, à certains moments, il y a un catch-up, donc où le professeur parle, et puis ils peuvent aussi écouter ce qui se passe dans la classe. Donc, nos professeurs sont très, très flexibles et arrive à, justement, je pense qu'une des raisons, c'est également les petits effectifs que nous avons, et nos professeurs font un petit rattrapage, soit le midi, soit en fin de journée, de façon à ce que les enfants qui sont à l'extérieur, pour diverses raisons, ne souffrent pas de manque ou ne perdent pas du tout ce qui est en train de se passer en classe, et puissent suivre les apprentissages de leur classe d'âge avec du moins facilité, avec aisance quand même. Très bien. Alors, on va arriver malheureusement déjà à la fin de cette première séquence avec le IFA. Ça passe très vite. Encore une fois, je vous rappelle, le plus important, c'est que vous pouvez contacter Françoise Durbach directement pour lui parler, lui poser toutes vos questions. Le QR code qui s'est affiché, vous pouvez retrouver tout ça sur le site bilingualfair.org. Et puis, bien sûr aussi et surtout, vous pouvez aller sur place. Juste une dernière question pour finir, Françoise, c'est qu'est-ce qui se passe après la maternelle pour les enfants qui sont en maternelle? Le chemin normal, c'est de continuer à l'EIFA. Quelle est la règle, le nombre de gens qui continuent, qui vont ailleurs? Comment Donc, ça se passe? les enfants continuent naturellement au cours préparatoire. D'ailleurs, le cours préparatoire et le cours élémentaire première année sont dans le même bâtiment, ce qui favorise les échanges et le travail en commun entre les classes. Donc, ça c'est ce qui se passe dans notre bâtiment principal. Et puis, dans le deuxième bâtiment, les enfants vont du cours élémentaire deuxième année jusqu'à la terminale. Très bien. Donc, beaucoup Merci d'enfants beaucoup. restent avec nous à travers la scolarité. Merci, Jusqu'à la Emmanuel. terminale.
Merci beaucoup, Françoise. Encore une fois, vous avez toutes les informations sur le site. Merci à l'UEFA d'avoir participé et d'avoir essuyé les plâtres, comme vous avez dit, Françoise, avec beaucoup de brio. Et on a bien compris comment fonctionne l'UEFA, la philosophie surtout de l'école grâce à votre intervention. Encore une fois, allez vous rendre compte sur place